Alors, merci voilà, à tous d'être présents. On voit que ce webinaire intéresse beaucoup, que le e-commerce est vraiment intéressé puisque on a eu près de 200 inscrits pour ce webinaire, donc on est très heureux. Eh bien, je vous laisse la parole, Anne-Marie Jean, pour notre coprésidente, pour présenter un petit peu ce webinaire. Merci, cher Pierre Creuset. Merci à toutes et tous de votre présence. Donc, je me présente. J'ai effectivement le grand honneur de présider les travaux qui sont faits dans cet observatoire de la logistique urbaine. Je suis vice-présidente de l'Eurométropole de Strasbourg, en charge de l'économie qui intègre les questions de logistique. Je suis également présidente du port de Strasbourg, ce qui me donne toujours un prisme de lecture un peu particulier sur les questions de logistique en n'y omettant pas les questions fluviales et ferroviaires qui représentent, je crois, des solutions d'avenir pour nos villes. Voilà, nous avons donc mis cet observatoire en place au mois de février de cette année à Strasbourg, au Parlement européen. Nous avons eu une première rencontre avant l'été où nous avons déjà pu croiser des regards extrêmement intéressants de recherche, d'expériences pratiques d'opérateurs, d'expériences d'une ville également. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons autour de cette thématique du e-commerce et des conséquences que son développement a sur la gestion de la ville et notamment sur les questions d'implantation de consignes en ville. Voilà. Donc, je vais sans plus tarder, peut-être y a-t-il une dia pour présenter le déroulement de la réunion d'aujourd'hui ou pas? Dites-moi Pierre, c'est vous qui maîtrisez le diaporama. Il n'y a pas, mais c'est Carmen qui commence. Voilà. Très bien. Alors à vous la parole. Présenter ce baromètre qui est réalisé sur 22 pays européens. Donc, ça va être très intéressant de voir comment les uns les autres fonctionnent. Bonjour à tous. Je vais tout d'abord essayer de partager mon écran. Ça va être sans doute beaucoup plus facile pour que tout le monde puisse suivre les résultats de manière visuelle également, pas uniquement le commentaire. Est-ce que vous pouvez me dire si vous voyez mon écran? Oui, on le voit, Carmen, très bien. Parfait. Est-ce que la traduction en anglais est-ce que les gens... Ah, il y a une question déjà. OK. Is everything working for the English speakers? Can you check, please just check if the spoken language is French and the subtitled language should be English then. C'est bon, on y va. Très bien. Donc, ravi d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter quelques-uns des résultats de notre baromètre e-commerce. Le baromètre e-commerce réalisé tous les ans par Géopost. Tout d'abord, quelques mots sur cette étude pour que vous puissiez mieux appréhender le périmètre qui est adressé. Donc, comme Pierre l'a mentionné, c'est une étude que nous réalisons côté Géopost tous les ans dans 22 pays en Europe. Je dis bien tous les ans depuis maintenant 2016. Nous avons mesuré globalement les habitudes d'achat des e-acheteurs européens dans les 22 pays que vous avez affichés à l'écran en rouge. Donc, on regarde aussi bien l'Ouest européen que l'Europe centrale et l'Europe de l'Est. Dans ces 22 pays, tous les ans, nous avons un questionnaire qui est adressé à une population de e-acheteurs, questionnaire qui va être, j'insiste là-dessus, neutre d'un point de vue marque, c'est-à-dire que nous ne mesurons absolument pas
l'intérêt des e-acheteurs pour certaines marques ou certains sites de e-commerce. Nous ne mesurons pas non plus la satisfaction ou l'intérêt des e-acheteurs pour certains transporteurs. Nous ne mentionnons absolument aucune marque. Donc, on réalise l'étude à l'aveugle, c'est le jargon métier, pour avoir une idée très claire, globalement, des motivations des e-acheteurs pour acheter en ligne, de leur comportement, globalement, comment font-ils, comment est-ce qu'ils décident d'aller acheter en ligne, quel type de produit, quelles attentes par rapport aux sites e-commerçants, comment tout cela s'imbrique avec la vraie vie. Ce modèle omnicanal digital, mais aussi physique. Et puis, in fine, quelles sont leurs attentes par rapport à la livraison à proprement parler. Le fait de conduire cette étude depuis maintenant 2016 nous permet également d'avoir une traçabilité des évolutions des comportements d'achat. Effectivement, nous avons eu 2020, la crise Covid, qui a marqué une véritable rupture dans les habitudes et les usages des consommateurs. Et donc, nous avons pu mesurer tout cela avec ce baromètre. Comme je le disais, cette étude s'adresse à des e-acheteurs, plus de 24 000 que nous avons interviewés l'année dernière dans les 22 pays européens que je vous ai déjà affichés à l'écran. Qu'est-ce qu'un e-acheteur dans la définition de cette étude? C'est une personne qui a eu au moins un acte d'achat en ligne et a reçu, suite à cet achat, un colis. Donc, globalement, on s'intéresse uniquement aux achats de biens physiques et pas aux achats de services que les gens peuvent chercher en ligne. Cette population de e-acheteurs, c'est important aussi de le mentionner, elle est représentative de la population de chacun des pays que j'ai affiché à l'écran en rouge. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous adressons tout d'abord le questionnaire à un échantillon national représentatif. Donc, dans chaque pays, on va s'adresser à presque la moitié à des hommes, la moitié à des femmes. Presque. On va s'adresser à des tranches d'âge qui sont représentatives de la population. Donc, on ne va pas regarder uniquement les jeunes et les très jeunes. On regarde aussi les populations de 35 ans et plus. Non pas que les 35 ans et plus soient âgés, mais voilà, pour vous dire, on regarde véritablement l'intégralité de la population de ces pays-là pour avoir une bonne compréhension des comportements, non pas uniquement de la population la plus jeune. Les résultats sont ensuite agrégés dans ce que je vais vous présenter dans une moyenne européenne. Cette moyenne européenne n'est pas une moyenne arithmétique simple, c'est-à-dire que globalement, les pays qui vont avoir un e-commerce beaucoup plus développé que d'autres vont être plus représentés dans la moyenne européenne. Typiquement, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne vont peser beaucoup plus dans cette moyenne que la Croatie ou la Lituanie, compte tenu de la taille des marchés e-commerce de ces pays-là. Quelles ont été les principales évolutions du e-commerce que nous avons pu noter depuis maintenant quelques années? Donc déjà, combien de personnes, combien de gens vont aller acheter en ligne au niveau de la population européenne? Nous étions en 2019 à 76% des consommateurs européens en 2019 achetaient déjà en ligne. Pas forcément de manière massive, mais ils réalisaient au moins un achat tous les 6 mois en ligne. Bien évidemment, avec la crise Covid, le nombre de e-acheteurs a augmenté de manière assez forte pour arriver à 78% en 2021. Et puis,
ont suivi les autres crises post-Covid, typiquement le contexte géopolitique pas très stable, et puis la crise plutôt économique qui ont touché de plein fouet les consommateurs. Et donc, on a pu constater 2022-2023 une baisse progressive, pas extrêmement marquée, mais quand même bien présente, du nombre de e-acheteurs. Deux raisons à cela, les crises que je viens de mentionner, donc globalement l'impact de l'inflation et l'inflation énergétique sur le comportement des e-acheteurs, mais aussi le fait de pouvoir retourner en magasin physique. Certaines personnes qui ont acheté en ligne en 2020-2021 n'avaient pas vocation à rester adeptes du modèle e-commerce. Certaines personnes voulaient absolument retourner pour tous leurs achats en magasin physique, et donc on a bien vu cette baisse du nombre de e-acheteurs au niveau de l'Europe. Maintenant, il y a quand même une trace extrêmement forte qui est restée visible en post-Covid. Quand on regarde la part des achats en ligne sur les achats au total de nos consommateurs, on se rend compte qu'entre 2019 et 2023, il y a eu un changement, et que ce changement post-Covid, il est stable dans le temps. Globalement, pour dire les choses de manière plus directe, en 2019, 13,5% des achats réalisés par les e-acheteurs étaient faits en ligne. Donc uniquement 13% de ce qu'ils achetaient, ils l'achetaient en ligne. Et avec la crise Covid, ce chiffre est monté jusqu'à presque 16%. Donc globalement, une présence beaucoup plus forte des achats en ligne sur la population e-acheteur. Et comme vous pouvez le constater, la baisse de cet indicateur est uniquement extrêmement légère. Donc on est en 2023 à toujours plus de 15% des biens des e-acheteurs qui vont être achetés en ligne. Donc, un comportement qui s'est ancré véritablement dans les usages, dans les habitudes de nos e-acheteurs européens. Donc, ces chiffres-là, ce sont les chiffres Europe. Maintenant, on sait que l'Europe n'est pas un conglomérat, qu'on a un certain manque d'homogénéité au niveau des marchés, en tout cas e-commerce européens. Et comme vous pouvez le constater sur la droite, les résultats des pays sont vraiment très divers et variés. Donc, quand je regarde le nombre de e-acheteurs sur la population totale, vous voyez que nous avons quand même une différence très marquée. Le Royaume-Uni, les Pays-Bas et l'Allemagne qui mènent véritablement la danse en Europe, avec 80 voire plus, 80% ou plus de la population qui achète déjà en ligne. Donc, c'est les pays qui sont les plus développés, où le e-commerce va avoir la pénétration la plus forte en Europe. Et puis d'autres pays comme la Belgique, la Pologne, qui vont se situer pas loin de la moyenne européenne, et puis l'Espagne, la France, un peu plus bas, 69%, 67% de pénétration du e-commerce dans ces pays-là. Donc une réalité assez diverse, avec encore une fois trois pays qui vont être très avancés par rapport aux autres en Europe, notamment au Royaume-Uni, Pays-Bas et Allemagne. Royaume-Uni et Allemagne, on va également les retrouver dans le top 3 de la proportion que les achats en ligne représentent sur les achats au total de ces consommateurs. Donc en Allemagne et au Royaume-Uni, on est sur des niveaux qui avoisinent les 18-19%. Donc globalement, on est sur presque un cinquième des achats des e-acheteurs qui vont être réalisés en ligne. Donc quelque chose véritablement significatif. On est sur les pays les plus avancés en Europe. En revanche, on a encore globalement une marge de progression assez fantastique par rapport à ce que d'autres pays dans le monde peuvent nous montrer aujourd'hui. Typiquement, quand on regarde la Chine, en Chine, on est sur environ la moitié des achats qui vont être réalisés en ligne par les e-acheteurs.
Toujours d'un point de vue maturité des marchés, on a un pays qui est quand même assez intéressant à regarder, notamment la Pologne. Un nombre de e-acheteurs qui ne va pas être extrêmement fort, 72% uniquement, donc en deçà de la moyenne européenne. En revanche, on voit que les e-acheteurs polonais, on est sur un véritable noyau dur européen en termes de pourcentage dans tous les cas d'achats réalisés en ligne sur les achats au total, puisque aujourd'hui, la Pologne se situe presque au même niveau que l'Allemagne, 18,2% des achats réalisés en ligne par nos e-acheteurs. Donc vous voyez, la maturité du e-commerce n'est pas uniquement donnée par la pénétration, donc le nombre total des personnes qui vont acheter en ligne, mais aussi par la profondeur que les achats en ligne vont représenter auprès de cette population-là. Donc on peut avoir un mix, beaucoup de gens qui vont acheter en ligne, pas très fréquemment, ou d'autres pays où on a moins de gens qui achètent en ligne, mais qui vont pour le coup acheter beaucoup plus que la moyenne de la population. Donc des réalités diverses et variées. Et dans ce cas de figure, force est de constater que la France va se retrouver toujours un peu en deçà de la moyenne européenne, même pour ce qui est de la part que les achats en ligne représentent sur les achats totaux de la population. Donc on est aujourd'hui à 14% presque au même niveau que nos voisins belges et un peu en deçà de l'Espagne. Maintenant, quand on regarde ce que les gens achètent en ligne, on sait que depuis les débuts du e-commerce, le e-commerce était globalement un canal où les gens achetaient principalement des articles de mode, soit vêtements, soit chaussures, et puis des produits de beauté. La réalité est la même aujourd'hui. Quand on regarde le top des catégories les plus achetées en ligne, on va retrouver les articles de mode, après les chaussures, après la beauté. Un point particulier à noter pour la France, les livres se retrouvent en deuxième catégorie la plus achetée. Donc on est quand même sur un attrait quand même au livre dans son état encore physique en France. Et puis, quand on regarde les autres catégories achetées en ligne, on constate qu'il y a pas mal de pays où l'achat de médicaments en ligne devient de plus en plus présent. Sans doute lié aux réglementations en place dans ces pays-là. Également des achats de produits frais ou achats alimentaires, mais alimentaires plutôt secs. Ce sont des catégories qui ont beaucoup progressé avec Covid, tout simplement parce qu'on ne pouvait pas acheter en magasin, les acheter. Et puis quand vous regardez les petits drapeaux en dessous de chaque catégorie, pour les médicaments, on va retrouver l'Allemagne, la Belgique, la Pologne, des pays où cette catégorie va se retrouver dans le top 3 ou 4 des produits les plus achetés. Pareil pour les produits frais, on va avoir le Royaume-Uni, l'Espagne, les Pays-Bas, où cette catégorie va être plus achetée, beaucoup plus que la catégorie au total européen. Et puis les produits d'épicerie, où au Royaume-Uni, ça va être la catégorie la plus achetée. Ces catégories-là, achetées moyennement, on va dire en Europe, très achetées dans ces pays qui vont être au Royaume-Uni, encore une fois, Allemagne, Pays-Bas, expliquent aussi les chiffres qu'on a vus sur le premier slide, c'est-à-dire le nombre plus important de e-acheteurs et puis la proportion plus importante que représentent les achats en ligne sur les achats totaux pour ces populations-là. Maintenant, si on s'intéresse à cette résilience du e-commerce, on a beaucoup entendu parler en sortie de Covid de dynamique peut-être négative du e-commerce parce que les consommateurs allaient tous retourner en magasin et complètement délaisser le e-commerce. C'est quelque chose qui n'est pas arrivé, comme on a pu le constater sur la toute première slide. Pourquoi? Tout simplement parce que les e-acheteurs nous disent que globalement, l'attrait principal que le e-commerce a pour eux aujourd'hui, c'est la praticité que cela représente. Le e-commerce leur permet de réduire le stress d'acheter en magasin. Ils sont 2 tiers à nous le dire en Europe. Et on est sur 76% des e-acheteurs européens qui nous disent que ça leur permet de gagner du temps.
Donc, on est quand même sur des éléments, encore une fois, de praticité qui expliquent toujours le succès du e-commerce qui, encore une fois, est ancré dans les habitudes d'achat des consommateurs européens. Mais nous ne sommes pas sur une opposition des univers. On n'est pas tous e-commerce ou tous magasins physiques. On est sur une véritable omnicanalité. On est aujourd'hui dans une réalité européenne où 77% des e-acheteurs nous disent il y a quand même aujourd'hui des produits que je n'achèterai jamais en ligne. Donc le magasin physique a toujours une importance et une pertinence extrêmement marquée en Europe. Donc nous ne sommes pas sur, on va dire, le paradigme chinois où tout peut être acheté en ligne, loin de là. Qui plus est, nous avons 44% des e-acheteurs européens qui nous disent aujourd'hui préférer acheter sur des sites qui vont avoir aussi une implantation physique. Donc cette omnicanalité va être extrêmement importante. Ça rassure le fait de savoir qu'il y a aussi une boutique physique où on peut aller discuter avec quelqu'un. On est véritablement sur, encore une fois, un mélange des genres où magasins physiques et sites répondent à des besoins très clairs des consommateurs et encore une fois, la praticité va être un élément très marqué pour le e-commerce. En plus de cette praticité, on est toujours sur un imaginaire collectif où les e-acheteurs pensent que acheter en ligne leur permet d'avoir accès à des prix plus bas. Donc forcément, quand on se dit que 2/3 des e-acheteurs européens pensent qu'acheter en ligne, ça veut dire acheter moins cher, forcément, dans le contexte économique actuel, il y a une pertinence forte de ce canal pour tout consommateur. De plus, on est aujourd'hui sur 62% des e-acheteurs qui nous disent que dans leur décision d'achat, le prix est la composante la plus importante. Et donc, encore une fois, le e-commerce leur donne des possibilités assez intéressantes. En tout cas, c'est l'avis assez général et massif des e-acheteurs. Et entre autres, le e-commerce a permis globalement l'essor de nouveaux types de comportements. Et je citerai ici les achats de seconde main avec l'avènement des plateformes d'échange et de commerce de seconde main. On est aujourd'hui sur des véritables marchés aux puces globalisés. Certains sites donnent accès à des e-acheteurs français pour acheter seconde main directement en Pologne, au Royaume-Uni, en Espagne et inversement. Donc aujourd'hui, dans ce contexte, encore une fois, ceux qui achètent de la seconde main online nous disent à 65% que ça leur permet d'économiser de l'argent. On est sur des choses qui parlent et qui touchent directement le porte-monnaie. Donc forcément, ça fait mouche aujourd'hui auprès des e-acheteurs européens. On est sur un phénomène qui a commencé en France notamment pendant les années Covid. 2020, 2021, et ces achats de seconde main, ceux qui étaient partisans de ce type de comportement disaient que ça leur permettait d'avoir une meilleure conscience, c'était plus vertueux pour la planète, ça réduisait un peu la consommation massive avec tous les effets négatifs sur notre planète. Aujourd'hui, en fait, on est sur quelque chose de beaucoup plus général. Ça touche maintenant tous les pays européens. On est sur des e-acheteurs qui achètent ou vendent en ligne en moyenne 12 fois par an. Donc 12 fois par an, ça veut dire au moins une fois par mois, concrètement. Et puis encore une fois, on est sur des réalités diverses et variées au niveau des pays. La France, 2020, 2021, 2022 était le premier pays avec la présence la plus importante de ce type d'achat en ligne parce qu'il y a une vraie tradition en France de la seconde main, acheter vintage, faire les marchés aux puces, etc. Ça a été toujours ancré dans les comportements français. Mais force est de constater que, par exemple, les e-acheteurs polonais, après quelques années où ils ont subi quand même de plein fouet une inflation à 2 chiffres, se tournent de plus en plus vers les achats de seconde main en ligne. Donc maintenant, ce sont eux qui vont avoir le nombre le plus important d'achats ou de ventes seconde main
en ligne par an. Et puis, ça s'est aussi étendu au marché du Royaume-Uni, au marché allemand, au marché des Pays-Bas, etc., etc. Donc, encore une fois, véritablement une nouveauté qui s'installe et qui est maintenant durable dans l'espace e-commerce européen. Au-delà de ces comportements et de ces réponses à pourquoi est-ce que les gens achètent en ligne en Europe et qu'est-ce qu'ils achètent en ligne et quelles sont leurs motivations, on regarde aussi de très près dans ce baromètre la livraison, puisque voilà, c'est le moment où tout devient physique, tout se matérialise dans la vraie vie, et donc on regarde de près aussi l'impact que cela a sur l'expérience d'achat, mais aussi sur notre quotidien à tous au niveau des villes. Et donc, quand on demande aux e-acheteurs de nous décrire ce qui est pour eux la livraison idéale, en fait, en grande majorité, ils nous parlent toujours d'une livraison à domicile. En tout cas, quand on regarde l'Europe au sens large. 76% des e-acheteurs nous disent toujours en Europe que livraison à domicile, ça reste leur livraison préférée aujourd'hui. Force est de constater que depuis 2019, on a perdu 10 à 15 points de préférence sur la livraison à domicile. On est quand même sur des modes de vie de plus en plus dynamiques. On est aussi sur une population qui bouge de plus en plus. Et donc, la livraison à domicile, elle est bien, mais on a quand même de plus en plus de personnes qui nous parlent d'importance de la livraison hors domicile, soit dans des points relais, et donc ça, c'est la deuxième préférence des e-acheteurs européens, 24%, avec une progression significative sur les dernières années, ou dans des consignes automatiques, c'est la troisième préférence des e-acheteurs européens, 23%, mais vous voyez qu'entre les consignes automatiques et les points relais, donc les magasins, on est presque au même niveau. Au global, 51%, donc plus de la moitié des e-acheteurs européens, nous disent aujourd'hui utiliser plus d'un seul lieu de livraison. Donc globalement, on va avoir livraison à domicile qui va être utilisée en alternance avec livraison en point relais ou livraison en consigne automatique. Pourquoi? Tout simplement parce que les e-acheteurs ont besoin, ou en tout cas, ils expriment un besoin, le besoin à ce que la livraison s'adapte à leurs besoins. Le e-commerce est une chose qui est fantastique, qui est très pratique. On a vu à quel point les e-acheteurs sont convaincus, persuadés de cette praticité du e-commerce. Ils expriment le besoin à ce que la livraison soit tout aussi pratique pour eux que le reste de l'expérience qui se passe sur le site d'un vendeur en ligne. Et donc, ce côté pratique va être exprimé à des manières diverses et variées. On peut avoir aujourd'hui un achat en ligne et un besoin clair pour une livraison à domicile. Pourquoi? Parce que c'est un achat qu'on fait au dernier moment ou parce que on achète un produit qui a une valeur marchande importante, donc on veut absolument l'avoir livré chez soi. Néanmoins, on peut aussi avoir un achat qui n'est pas très urgent, donc on peut attendre pour une livraison un peu différée. Et surtout, on peut prévoir une livraison à une date où, par exemple, on n'est pas chez soi, on sera au bureau ou on sera en déplacement, etc., etc. Donc, le côté pratique de la livraison à ce moment-là, quand on n'est pas chez soi, est d'être livré ailleurs pour qu'on soit nous-mêmes derrière, maîtres du dernier mètre du dernier kilomètre et donc aller récupérer les colis le moment où on le peut. En évitant ainsi, globalement, le fait de demander à ce que le transporteur se représente une deuxième fois, etc., etc. Donc, une réalité, on va dire, à deux vitesses, à domicile, mais aussi hors domicile. Encore une fois, vision européenne consolidée, mais quand on regarde derrière le panorama des pays européens, on est encore une fois sur des choses vraiment très diverses. Je sais que cette slide, elle est chargée. Si vous regardez, vous avez à gauche les drapeaux et les noms des pays.
Et puis, vous avez en colonne tous les lieux de livraison que nous avons testés, avec en rouge les 3 premières préférences des e-acheteurs dans chaque pays. Et donc, qu'est-ce qu'on va constater? On va constater que le domicile va se retrouver en rouge partout en Europe. Donc, on est quand même sur une préférence qui va se retrouver dans le top 3 des préférences, à minima, partout en Europe, mais avec les petites flèches noires à côté qui indiquent une baisse significative dans le temps de cette préférence. Nous avons également les points relais, donc la colonne Parcel Shop, où vous voyez, on a beaucoup de rouge. Donc, nous indiquons encore une fois une présence de ces points relais dans le top 3 des préférences. Et puis, cette fois-ci, des flèches rouges qui vont vers le haut à côté, indiquant une progression positive de cette préférence. Et puis, la colonne qui est très marquante, j'ai envie de dire, c'est la colonne consigne automatique, donc les parcel lockers, où vous avez également beaucoup de rouge, donc des consignes automatiques qui vont se retrouver dans le top 3 des préférences des e-acheteurs. Extrêmement élevée cette préférence dans les pays baltes, Lituanie, Lettonie et Estonie, on est à vrai dire sur la préférence principale et première. Et puis globalement, des éléments qui se répandent un peu partout, partout en Europe. Vous voyez le nombre de flèches rouges indiquant une progression significative, positive de cette préférence, globalement, qui vont concerner des pays dans l'Europe de l'Est, donc la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie, mais aussi des pays de l'Ouest européen. Vous avez notamment le Royaume-Uni, vous avez également la France, elle n'est pas indiquée en rouge, on n'est pas encore sur un top 3, mais l'Allemagne, clairement, les consignes automatiques, deuxième préférence aujourd'hui des e-acheteurs allemands. Donc, une dynamique, on va dire, extrêmement forte autour de ces livraisons hors domicile, parce que, encore une fois, ça répond de manière extrêmement directe à des besoins de praticité. Donc, adapter la livraison à des contextes particuliers des e-acheteurs à un instant T. Je peux avoir aujourd'hui besoin d'une livraison à domicile qui se doit d'être précise et exacte. Donc, indiquez-moi, cher transporteur, le créneau pour que je puisse m'organiser. Ou sinon, livraison hors domicile, puisque là, j'ai plutôt envie, en tant qu'e-acheteuse, d'être moi celle qui va enclencher le dernier moment, donc le moment décisif où j'irai récupérer mon colis. Bien évidemment, il y a aussi, on va dire, des catégories de produits achetés qui vont être plus concernés par la livraison à domicile. Si je pense livraison de produits frais, forcément, on sera beaucoup plus sur de la livraison à domicile. Si je pense produits un peu volumineux, quand on est sur du petit ameublement, par exemple, ça sera par la force des choses, plus une livraison à domicile, parce que c'est pas intéressant d'aller chercher un colis qui pèse 20 kilos en point relais. Mais pour tous les autres types de produits, on a globalement désormais ce mix où les e-acheteurs veulent pouvoir choisir entre ces deux modalités. Voilà les éléments que je souhaitais partager avec vous aujourd'hui. Je suis allée vite et j'ai parlé beaucoup. On a beaucoup plus de profondeur au niveau des résultats, donc n'hésitez pas. Et si vous avez des questions sur des pays en particulier ou sur des comportements d'achat, je suis à votre disposition, bien évidemment. Alors, peut-être qu'il y a des questions. Alors, je vais peut-être te poser la première question. J'ai vu que la France était quand même dernière sur l'acte d'achat sur Internet par rapport aux autres pays d'Europe. Un peu comment ça se fait. Nous, on s'est aperçu également par rapport à l'acte d'achat. En fait, 78%, je ne sais pas pour vous, des utilisateurs, les plus grands utilisateurs d'Internet, disent qu'ils délaissent la grande distribution, la périphérie et tout, et qui viennent plus en centre-ville pour l'acte plaisir, les terrasses de café,
regarder un peu les boutiques, acheter dans les boutiques, mais voilà, on voit que ce n'est pas toujours de la concurrence. Alors, au niveau de la France, je pense qu'il y a un élément qui est extrêmement structurant. C'est le tissu, on va dire, commercial. On a en France la présence d'hypermarchés, supermarchés, boutiques de proximité. On est sur quelque chose de beaucoup plus capillaire que ce qu'on peut voir dans d'autres pays européens. Ce qui fait que on va avoir en France une proximité. C'est un peu aussi le cas de l'Espagne où il existe plein de petites épiceries, etc., en centre-ville, même dans les plus petites villes, etc. Donc on va avoir un accès qui va être plus facile aux biens physiques dont on a besoin au quotidien. Ce qui n'est pas forcément le cas des autres pays européens où en centre-ville, on n'a pas cette densité d'offres commerciales au niveau des produits de première nécessité, mais aussi au niveau des produits de mode, etc. Donc ça, c'est un élément qui est structurant et qui fait que, voilà, en France, on est moins enclin à acheter en ligne. On a moins besoin aussi d'aller acheter en ligne que, voilà, par rapport à la facilité qu'on peut avoir de toucher ou d'arriver dans un magasin physique à côté de chez soi. Et puis effectivement, ce que l'on constate également dans cette étude, mais aussi dans d'autres études qu'on a pu conduire, c'est que les consommateurs commencent de plus en plus à fuir les grands espaces, globalement les hypermarchés, les grands centres commerciaux, typiquement à cause de ce qu'ils estiment être la perte de temps et puis la foule et donc la complexité de l'acte d'achat dans ces grandes surfaces. Donc effectivement, on n'est pas sur, Du coup, quelque chose qui je est pense pas qu'on perçu. arrivera à retrouver l'utilisateur, mais les financiers savent. Est-ce que vous pouvez couper le micro? Alors, il y a une question, peut-être Monsieur Soulenger-Jouan. Est-ce que vous pouvez poser votre question? On ne vous entend pas. Ah, on vous entend pas. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être Laetitia Dablanc? Ah, Émilie. Merci. Moi, j'avais une petite question effectivement sur la place des drives, donc un concept et un nom bien français, mais qui représente des points relais en quelque sorte pour l'alimentaire. Vous les classez dans les magasins, dans la récupération en magasin ou bien dans la récupération en point relais, d'un point de vue classification dans vos résultats? Dans la récupération en magasin. Donc, on est sur la partie retailer store. D'accord. Quand on pose la même question, si le drive est un petit peu à côté ou même exactement, en décalage. Exactement. D'accord. Ok, merci. Par la définition qui est faite aujourd'hui des points relais, là, on explique que c'est un point de distribution, mais qui n'appartient pas aux vendeurs. Donc, à partir de ce moment-là, les gens savent que voilà, le drive appartient bien au magasin qui vend les produits. I'll make sure that everybody understood because I think the translation of that discussion is not quite good enough. I was asking about the categorization of what we call in French drive, which is a collect point for groceries. It's very heavily used by French people making their online grocery shopping. And so they go to a specific pickup point that is called a drive. And I was asking if it was considered a store pickup or a local or a specific relay pickup point. So it's categorized as a store collect, even when these specific pickup points are not
inside a big supermarket, for example. Ce qui explique le fait que le retailer store va se retrouver en troisième position en termes de préférence en France. On est uniquement sur 2 pays en Europe où on va avoir ces points de distribution magasins qui vont se retrouver dans le top 3. On est sur la France et puis sur le Portugal. Ok, ouais, ça explique. Juste une autre question. Le marché, il a explosé à quel moment? Il y a une dizaine d'années, c'est ça? Ou plus? Le marché de la vente en ligne, parce que ça a mis un peu de temps, et puis d'un seul coup, ça a explosé. Alors, moi, on parlait beaucoup du Covid, mais en fait, c'est avant que ça avait explosé. Effectivement, en 2019, donc pré-Covid, on était déjà sur une année où la croissance des marchés e-commerce de l'Ouest européen n'était plus à 2 chiffres. France, Royaume-Uni, Allemagne, Pays-Bas, on était sur des croissances à 4, 5, 6%, qui sont des croissances, on va dire, normales et logiques sur des marchés qui sont déjà un peu installés. Donc, ces marchés-là, donc de l'Ouest européen, ont commencé un vrai virage vers le e-commerce plus tôt, c'est-à-dire 2015-2016. Là, à partir de ce moment-là, on voyait que voilà, on avait une présence relativement forte du e-commerce dans l'Ouest européen. L'Europe centrale et de l'Est, c'est une autre chose. 2018-2019, c'est là où les choses ont commencé à s'installer de manière durable et forte. Et c'est en pré-Covid qu'on avait des croissances à 2 chiffres. Si je pense Croatie, Bulgarie, Roumanie, Hongrie, on était sur des croissances de l'ordre de 20%. Déjà en 2018-2019. Donc Covid n'a fait qu'amplifier à tel point qu'on est arrivé sur ces géographies-là à des croissances qui avoisinaient les 40%, ce qui est quand même tout un concept dans une Europe où voilà, on est quand même sur des marchés très développés de tous les points de vue. Peut-être, j'ai vu qu'il y avait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Guy-Pierre Sachot, notre partenariat avec Géopost. Oui, bonjour Pierre et bonjour à tous. J'avais une question pour Carmen. Est-ce qu'on identifie dans les évolutions récentes, et notamment dans cet attrait pour la livraison hors domicile et pour la consigne, des éléments exogènes au e-commerce qui viendraient soutenir le développement de cette forme de livraison? Est-ce que, par exemple, il y a des incitations par les enseignes commerciales? Est-ce qu'il y a des pouvoirs publics qui auraient, par différentes politiques, soutenu, peut-être même sans le savoir, le développement de la livraison hors domicile, en facilitant par exemple l'implantation de consignes? Enfin, est-ce qu'on peut trouver des éléments qui expliquent ce dynamisme dans un certain nombre de pays? Et est-ce qu'il y a une particularité des pays baltes, hein, dont on a vu que c'était un mode de livraison extrêmement choisi? Qu'est-ce qu'on peut dire finalement de l'environnement de cette forme de livraison et de ce qui vient soutenir la croissance de cette forme de livraison? Alors je pense qu'il y a plusieurs niveaux de réponse, hein. Effectivement, il y a aujourd'hui plein d'éléments qui expliquent cette croissance, on va dire, des préférences des acheteurs européens pour la livraison hors domicile. En premier lieu, on a une composante culturelle qui est non négligeable. Je pense à la France, par exemple. La France, avant le e-commerce, on avait les ventes sur catalogue. Et les ventes sur catalogue, la livraison se faisait majoritairement en point relais. Donc, même avant l'existence du e-commerce, on connaissait très bien en France
la livraison en point relais. Et donc, ça a été tout simplement naturel que le e-commerce se calque sur ce mode de fonctionnement-là. Et donc, forcément, après, ça a continué à prendre de l'ampleur parce que, encore une fois, ça répond aussi de manière très directe à des besoins consommateurs. On n'est pas uniquement sur quelque chose qui existe et puis tout le monde le fait tout simplement. Il y a une adhésion, une vraie adhésion des acheteurs à ce mode de livraison parce que ça répond à un besoin. Les pays baltes, on est également sur des composantes culturelles. Dans les pays baltes, le moment où le e-commerce a commencé à se développer, la livraison à domicile n'était pas opérée par des transporteurs. Globalement, ça s'est fait directement dans des points relais ou dans des consignes automatiques. Et puis, le summum, on va dire, de l'impact culturel, c'est en Estonie. À chaque fois où on parle avec nos correspondants en Estonie, ils nous expliquent que globalement, quand on veut avoir un lien social en Estonie, on va l'avoir avec des gens de son entourage. Donc, le fait de répondre à la porte quand le livreur sonne n'est pas perçu comme une interaction sociale, mais plutôt comme une intrusion. Donc, on est véritablement, des fois, on rigole entre nous, on se dit c'est quand même un peu autiste. Ça ne l'est pas. C'est tout simplement des habitudes dans ce pays-là. De la même manière où, pour des personnes âgées en France, aller faire leurs courses en magasin, ça représente un moment social de la journée où ils peuvent échanger avec la caissière ou le caissier, etc., etc. On est à l'opposé de cela en Estonie. Et c'est pour ça que l'Europe est belle, parce que globalement, on est tous tellement semblables et tellement différents en même temps. Donc cette composante culturelle, elle y est pour quelque chose, certainement. Après, on constate également, globalement, des choix qui vont être faits par les sites marchands. Les e-acheteurs vont choisir en fonction de leurs besoins, mais ils peuvent choisir uniquement ce qui est mis à disposition, les options qui sont présentes sur un site d'achat. Et donc, on a constaté sur ces dernières années, de notre côté, une propension des sites vendeurs à mettre plus en avant la livraison hors domicile. C'est vrai que la livraison hors domicile, elle permet quand même une massification. On va s'arrêter en tant que transporteur dans un point relais ou devant une consigne pour déposer plusieurs colis. On n'est pas sur un stop, un colis. Et donc, cela réduit également, on va dire, le nombre de kilomètres réalisés par les voitures de distribution en ville. Donc, il y a aussi cette espèce de halo collectif autour d'une livraison, peut-être qui va moins peser d'un point de vue environnemental sur les villes et les villages d'ailleurs, si réalisée hors domicile, compte tenu de cette massification, on va dire, de la livraison des colis. Stéphanie Kittler demande la parole. Vous l'avez. Son micro est coupé, Pierre. Ah, votre micro est coupé. Ah, bon. Peut-être que Anne-Marie Jean, vous avez... Ah, il y a plusieurs questions. Vous pouvez activer votre micro? Ah, c'est bon, oui, j'avais pas la main, excusez-moi. Bonjour, Ouais. merci. J'avais une question donc, sur les interviews qui ont été portées, donc c'est à l'échelle de l'Europe, il y en a eu 24 000. Comment ont été réparties les interviews sur chaque pays? Et est-ce que vous avez interviewé des personnes qui habitent uniquement sur des grandes villes ou sur tout type de communes? Au niveau européen, globalement, sur les plus gros pays, typiquement France, Espagne, Royaume-Uni, Allemagne, Italie, nous avons eu un échantillon de 1500
personnes. Et puis sur les plus petits pays, typiquement les pays baltes, Croatie, Slovénie, on était sur des échantillons de 800. Et donc en agrégé, on arrive à 24 000. Mais on était sur des échantillons plus robustes sur les plus gros pays, justement pour être représentatifs. Et nous avons interrogé une population représentative de la population nationale, c'est-à-dire que voilà, on a interrogé des femmes et des hommes sur des tranches d'âge représentatives de la population, et puis également une représentativité d'un point de vue endroit où vivent les personnes, en urbain, en périurbain ou dans les campagnes. Après, on passe aussi par le filtre e-acheteur, et donc on constate quand même qu'il y a une plus forte présence des e-acheteurs dans les zones urbaines qu'en campagne. D'accord, Mais nous parfait. avons bien évidemment interrogé aussi des gens qui n'habitent pas dans les grandes villes. Très bien, merci. Merci. Peut-être qu'on va laisser la parole. J'ai vu qu'il y avait une question de la Confédération des commerçants de France. Je vous laisse la parole. Votre micro est coupé. Je le découpe. Voilà. Bonjour, Monsieur Creuset. Voilà, Marc Journécan. Voilà, je me permets d'avoir cette idée, à la limite, que les boutiques de centre-ville, un jour ou l'autre, vont devenir des showrooms qui deviendront uniquement là pour des prises de commandes, que l'on passera ensuite par le e-commerce. Alors ça, c'est pas un problème quand ce sont des succursales qui dépendent d'un même groupe, mais ça pose un très gros problème pour les commerçants indépendants qui, déjà aujourd'hui, sont tributaires de pas mal de consommateurs qui viennent voir dans leur boutique les produits et puis qui repartent et puis qui commandent sur Internet au travers du site de la maison mère, enfin de la marque. Voilà, donc c'est ma question. J'ai peur que ce phénomène se progresse et qu'à terme, nos boutiques de centre-ville qui font vivre les centres-villes ne deviennent plus que des musées, enfin des lieux de commande. Il faudra les réinventer complètement. Avez-vous bien compris ma question? On a bien compris votre question, mais l'évolution du temps fait que on verra ce que ça va donner. Mais voilà. Je pense que le centre-ville a toujours été en plein mouvement. Alors, on voit dans chacun de nos baromètres à nous, au niveau du centre-ville, les attentes des consommateurs, qu'il y a le centre-ville plaisir. On voit bien qu'il y a de plus en plus de restaurants, de plus en plus de terrasses de café. Mais je crois que tout ce qui est commerce de bouche et tout a vraiment de l'avenir. Moi, ça a vraiment de l'avenir. Par contre, c'est vrai que aujourd'hui, il y a une réinvention, mais c'est bien également que des commerces qui ne vendaient qu'en ligne se réimplantent, mais s'implantent dans les centres-villes. Se réimplantent, s'implantent, excusez-moi, dans les cœurs de ville. Oui, mais surtout pour en faire des showrooms. Ou faire des showrooms, voilà, on verra ce que ça va donner, mais c'est bien qu'ils s'installent, donc ça fait du passage, ça fait des gens qui viennent, qui essaient oui, mais en termes de gestion d'une boutique, c'est plus du tout la même chose. Ok, très bien. Merci si, de votre témoignage. Si je peux me permettre, nous avons également vu une autre tendance qui va dans l'autre sens, c'est-à-dire et qui est plus forte en France que dans les autres pays européens, compte tenu de cette présence de petits commerces en centre-ville. Après Covid, nombre de petits commerces, notamment des librairies, etc., ont réussi à ouvrir aussi des ventes en ligne.
Et donc, ça n'a fait que agrandir quelque part leur pénétration, le nombre de consommateurs que ces boutiques peuvent maintenant toucher. Maintenant, je ne saurais pas vous dire globalement quel est le poids de cette évolution, mais c'est quelque chose qu'on constate dans notre baromètre. Pour les Français, c'est plus important que pour leurs pairs européens de pouvoir aller acheter en boutique physique à côté de chez eux. Ok. Anne-Marie-Jean, est-ce que vous avez... j'ai vu que vous demandiez la parole, Madame la Présidente. Oui, en fait, c'était pour poser une question, à l'instar des autres participants. Peut-être l'avez-vous dit dans la présentation et auquel cas, veuillez excuser mon inattention. Je m'interrogeais quant au délai de récupération du colis, dans tous les cas de figure où la personne demande à ce qu'il soit livré en dehors de son domicile. Donc qu'il aille le chercher dans un bureau de poste, dans un magasin, dans une consigne, ou dans un magasin. Je pose cette question parce que, on sait que dans le e-commerce, les clients sont attachés à un délai de livraison rapide. C'est souvent un critère de choix entre 2 produits, celui qui va être disponible immédiatement ou celui seulement dans 2 jours, et ben, on prend celui qui est disponible immédiatement. Mais en réalité, on ne les récupère pas forcément tout de suite. Or ça, c'est quand même assez dimensionnant pour toutes les entités qui accueillent ces colis. À Strasbourg, on connaît la problématique pour tous les magasins ou points relais qui accueillent des colis à la période de Noël, qui sont complètement débordés et qui font des SMS aux gens pour leur dire: «Vite, vite, récupérez votre colis parce qu'on déborde». C'est dimensionnant également pour les consignes qui consomment de l'espace, public ou privé, et dont le dimensionnement dépend aussi du temps que les colis vont rester en attente d'être récupérés. Donc voilà, ma question est celle-là. Est-ce que vous avez des éléments sur la durée pendant laquelle le colis reste en attente, quel que soit le lieu où le client a demandé sa livraison, en attente d'être récupéré? Alors, c'est une question que nous n'avons pas posée, tout simplement parce que ce délai, il va dépendre beaucoup plus du délai qui est accordé par le transporteur que par un désir ou du e-acheteur lui-même ou elle-même. On est aujourd'hui sur des différences au niveau des pays européens. Les pays baltes, où on est sur quelque chose de très mature en termes de livraison hors domicile, on est sur un délai qui avoisine généralement les maximum 3 jours. Et sur les 3 jours, tout le monde se présente pour récupérer ses colis. Et il y a quand même une forte propension à ce que les e-acheteurs aillent récupérer leurs colis le lendemain du dépôt en point relais ou en consigne automatique. Dans les autres pays européens où on est sur un hors domicile un peu moins mature que dans les pays baltes, on a, on va dire, des délais qui sont plus longs, notamment en point relais. Là, on peut avoir jusqu'à 1 semaine, voire 10 jours, en fonction des pays et des transporteurs, qui sont accordés aux e-acheteurs. Et donc, forcément, cela incite les e-acheteurs à prendre leur temps. Tout de suite, un acte d'achat qui était nécessaire dans l'immédiat, etc., bah, peut attendre, puisque maintenant, c'est à nous d'agir. On est dans la contradiction majeure, on va dire, de l'être humain. On veut une chose et puis quand elle arrive, bah, on passe à autre chose et puis on revient plus tard. Mais en règle générale, ce qu'on constate, c'est une attente pour de la livraison le lendemain, au sens large. Le lendemain, en termes de délai de livraison est quelque chose qui est maintenant la norme dans tous les pays européens pour la livraison à domicile. Et puis maintenant, les e-acheteurs attendent exactement la même chose pour de la livraison hors domicile, c'est-à-dire d'avoir leur colis à disposition le lendemain. Maintenant, cela ne veut pas exactement dire que le lendemain, ils vont se présenter pour récupérer leur colis. D'où plein de mesures d'incitation de la part des transporteurs pour que les e-acheteurs viennent récupérer au plus vite leur colis. Mais effectivement, c'est une question, on va dire, opérationnelle à laquelle tout le monde se heurte, qui va avoir des impacts assez importants sur toute la chaîne.
merci beaucoup, mais ça veut dire que l'impact également pour les villes, pour les maires et tout, c'est compliqué. Hein. Si on veut le lendemain, mais c'est dingue. Peut-être, je crois que Jean Solinger, ça marche mieux. Est-ce que vous m'entendez cette fois-ci? D'être rapide, voilà. Oui. Vous m'entendez cette fois-ci? Oui. Super. Je m'interrogeais sur les habitudes de consommation qui peuvent être, j'imagine, un peu différentes selon qu'on est dans une métropole dynamique, jeune, etc., et dans des centres un peu plus ruraux, avec une population un peu plus vieillissante. Est-ce que ça change les informations que vous avez pu nous donner? Ça ne change pas forcément les informations dans le sens où les habitudes de consommation vont être les mêmes. Ça change un peu les proportions, les ordres de grandeur. C'est-à-dire que dans une région où on va avoir une population plus âgée que la moyenne du pays, on va avoir moins de e-acheteurs que la moyenne du pays. Par contre, au niveau des comportements, on va voir que les comportements vont être très similaires. Et puis, plus on est dans des zones éloignées, un peu plus rurales, etc., plus on va avoir ce besoin d'aller acheter en ligne parce que l'univers digital donne quand même, numérique donne quand même accès à pléthore de produits qu'on ne va pas avoir à proximité. Très bien. Et du coup, j'imagine que ça, c'est un vecteur pour une population un peu plus âgée. C'est un besoin du coup qui ait un accès à Internet. Tout à fait, tout à fait. Ok, Aujourd'hui, on d'accord. est en Europe sur une couverture assez importante des zones, même de la campagne en Internet. Très bien, Alors, je vous remercie. Avec merci. plaisir. Gilles, tu as la parole. Oui, merci Pierre. Bonjour à toutes et à tous. Donc Gilles Charlas, chargé de mission, développement éco, commerce et relations entreprises à mairie de Toulouse, Toulouse Métropole. Alors mon intervention est un petit peu décalée par rapport à l'intervention évoquant les showrooms en centre-ville. Moi je voulais quand même un petit peu pondérer tout ça. Je suis pas tout à fait convaincu. Alors peut-être parce que c'est vrai qu'on est une grosse métropole à Toulouse et qu'on est plutôt dans une dynamique. Mais j'étais encore ce matin dans un quartier toulousain, au Faubourg Bonnefoy, pour ne pas le nommer. Je suis allé à la rencontre d'une libraire. Alors c'est vrai que ça rejoint un petit peu ce que disait l'intervenante précédente. Et cette libraire qui a ouvert il y a quelques temps dans ce quartier m'indiquait qu'elle faisait jusqu'à entre 50 et 120 ventes par jour et que samedi dernier, elle avait fait une recette de 2 000 €. J'y étais ce matin, c'était un jeudi, sa boutique il y avait 4 personnes, et c'est non-stop, hein. Je suis resté 1 heure et demie avec elle à discuter, ça ne désemplissait pas donc je crois qu'encore une fois, la proxy aujourd'hui, ça a du sens, le développement également des modes doux, en fait partie, hein. Moi, elle m'a demandé d'implanter rapidement des racks vélos parce qu'elle me dit: «Voyez, les vélos ont du mal à se stationner devant chez moi». Donc je crois encore une fois que le conseil, la qualité également de l'accueil du commerçant est important, restent des facteurs qui permettront de maintenir un commerce de qualité dans les centres-villes, notamment alors j'évoque en effet Toulouse, hein, c'est peut-être plus délicat en effet dans des communes peut-être moyennes, mais je crois qu'encore une fois le commerce de proximité, de qualité a encore de beaux jours devant lui, enfin moi j'en suis convaincu et je pense pas que des showrooms arriveront encore sur nos villes, du moins sur Toulouse. Voilà, c'était juste une petite intervention. Et puis il y a aussi Merci beaucoup, Gilles. juste un dernier point aussi, les délais de livraison. C'est vrai que les gens s'y freinent parfois au dernier moment. On s'aperçoit que parfois c'est un petit peu court, pour faire livrer, à la maison et la proxy, bah, ça permet d'avoir le cadeau qu'on va chercher au dernier moment pour les fêtes de fin d'année directement chez le commerçant de proxy et ça rassure aussi un petit peu parce que parfois, bah, le Père Noël, il arrive avec quelques jours de retard quand on passe sur internet. Voilà, Merci, merci. Gilles, pour la défense du commerce physique. Alors, peut-être on va laisser la parole à Laetitia Dablanc, chercheur, le docteur Laetitia Dablanc. Voilà, aïe. Merci Pierre. J'avais effectivement prévu de vous montrer en 2 slides
une évolution récente relative à la taxe sur les livraisons du e-commerce à Barcelone. Donc, je vais vous montrer ces diapos. Puis après, on aura donc, pendant que la diapo est cherchée, on aura Daniel Patier, notre vice-président de Centre-Ville en Mouvement. Est-ce que vous voyez mon écran? Pas encore. Non, bah, en fait, j'ai un problème avec Teams et c'est la deuxième fois que ça m'arrive. Je peux pas choisir ce que j'ai, mon PowerPoint. Mais c'est pas grave. Je voulais juste vous tenir au courant donc, de l'évolution de cette taxe et de des évolutions des procès qui ont été faits autour de cette taxe. Parce que ça vient d'arriver, elle vient d'être annulée par un tribunal catalan. Et donc, c'est une taxe qui a été mise en place en mars 2023 et qui est imposée à tous les transporteurs de colis du e-commerce qui font plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires à Barcelone chaque année. D'accord? Donc, ça correspond à peu près à une trentaine d'opérateurs. Et donc, ces opérateurs-là sont taxés à hauteur de 1,25% de leur chiffre d'affaires lié au colis du e-commerce uniquement. Et ça a son importance. Donc, pas à l'ensemble de leur distribution de colis. Et ce qui est intéressant relativement à cette taxe, c'est que justement, elle essayait de transformer les comportements. Donc, tout à l'heure, Guy-Pierre posait la question sur le rôle éventuel des pouvoirs publics pour pousser à faire de la livraison hors domicile. Cette taxe était organisée de façon à ce qu'elle ne touchait pas les livraisons faites sur les points relais. Donc, si elles sont faites à domicile, les opérateurs sont taxés. Si elles sont faites en point relais ou en locker, les opérateurs ne sont pas taxés sur cette partie faite en point relais et en locker. Donc ça, dans l'idée de pousser les opérateurs à pousser les e-commerçants à proposer plutôt du point relais. Donc, c'était une sorte de nudging, comme on dit, un peu indirect, mais pour pousser les consommateurs de Barcelone à plutôt aller récupérer en point relais parce que les autorités de Barcelone considéraient qu'il n'y avait pas assez de Barcelonais qui allaient récupérer hors domicile. C'est des taux beaucoup moins élevés qu'en France, par exemple, ou qu'à Paris. Et la deuxième caractéristique intéressante de cette taxe, c'est qu'elle n'était pas appliquée si la livraison était faite en véhicule zéro émission. Donc, vous voyez, hein, la taxe est appliquée, sauf si on livre sur des points relais et sauf si on livre avec des véhicules électriques, par exemple, ou en vélo cargo. Juste, et ça a été annulé, c'est ça, Laetitia? Alors, voilà. Alors, il y a eu des recours à la fois du monde économique, des opérateurs postaux, mais également de l'autorité de la concurrence, qui est liée à la Generalitat, donc à la région catalane, et non pas à la ville de Barcelone. Et ces recours ont abouti à une décision de fin juillet dernier d'un tribunal catalan qui annule la taxe. Alors, c'est intéressant, c'est sur la base de la discrimination B2B, B2C. La taxe était construite à partir d'un calcul économique de la valeur de la consommation d'espace public. Mais elle n'est appliquée que sur les opérateurs du B2C. Or, les opérateurs du B2B qui font des livraisons occupent de la même façon l'espace public. Et donc, le tribunal, les juges ont estimé qu'il y avait une rupture d'égalité entre les opérateurs B2B, B2C, puisque tout le monde utilise l'espace public, les zones de livraison ou le double fil d'une façon générale, mais seuls ceux du B2C étaient taxés. Donc voilà, c'est l'argument principal des juges. Alors, c'est un jugement de première instance et la municipalité, qui est nouvelle hein, par rapport à celle qui avait mis en place la taxe, vous savez qu'il y a eu un changement de municipalité avec des alliances politiques un peu plus complexes, mais la nouvelle municipalité a confirmé qu'elle soutenait la taxe et qu'elle allait faire appel. Donc voilà, on en est là, on en est à l'appel. Mais je voulais juste vous signaler donc
l'organisation de cette taxe avec ce côté volonté de changer les comportements vers du zéro émission et vers des points relais. Et d'autre part, les difficultés juridiques, puisqu'elles ne touchaient que le B2C. Or, ça a été considéré par le juge comme une atteinte à la concurrence, à l'égalité entre les différents types de livraison de colis. Ok. Et donc, j'ai un PowerPoint qu'on pourra diffuser à toutes les personnes présentes. Je l'avais rédigé en anglais avec des références supplémentaires et quelques détails supplémentaires par rapport à ce que j'ai raconté. Merci Laetitia. Bien sûr que nous allons le diffuser. C'est vraiment la partie taxation, même en France, hein, on voit quand même sur la vente en ligne et tout, il y a certains opérateurs ou certains géants qui ne payent pas d'impôts en France. Voilà, il y a quand même il y a toute une réflexion sur ce domaine. Peut-être, Laetitia, vous vouliez reprendre la parole? Oui, bien sûr, s'il y a des questions sur ce que j'ai raconté, mais sinon, je suis à disposition plus tard pour toute question supplémentaire. Et pour revenir à l'enquête présentée par Géopost, je la trouve vraiment très intéressante parce qu'elle est sur la durée et sur ce comparatif avec beaucoup de pays inclus. Alors, par ailleurs, on travaille beaucoup sur ces questions-là avec une équipe de Norvège et une équipe d'Allemagne. Donc, j'ai vu que la Norvège n'était pas inclue dans les pays, mais en tout cas, en comparatif France-Allemagne, ça nous sera extrêmement utile et on va utiliser ces données. Et ce qui était intéressant, c'est aussi toute cette partie où on voyait quand même que les comportements d'achat sont différents par rapport, par exemple, à la livraison. On n'accède pas comme on veut chez les gens et on voit bien que la livraison se passe ailleurs qu'à domicile. Voilà, c'est un peu c'est étonnant de voir qu'en France, finalement, le domicile, c'est normal, et puis le domicile dans d'autres pays d'Europe, c'est pas toujours très facile pour les gens d'accueillir des gens qui viennent livrer. Madame Jean, je vous laisse la parole. Oui, je souhaitais également poser une question à Laetitia par rapport à la situation de Barcelone qu'elle vient de nous exposer. Est-ce que vous avez connaissance d'autres villes qui ont des réflexions similaires, qui auraient mis en place la mesure? Je pense que vous nous l'auriez dit si c'était le cas, mais qui auraient des réflexions similaires? Alors, non, en Europe, les villes regardent, hein, en tout cas avec intérêt. Je sais que le GART en France a inclus une proposition de ce type, mais ça fait partie de leur liste de propositions pour mieux financer les transports publics. Alors, il y a deux États américains, dont le Minnesota, j'ai oublié le deuxième, qui ont une taxe de ce type par ailleurs. Donc, on est dans une situation un peu intéressante parce qu'on a deux États américains, mais peu l'Europe. Donc, les villes européennes sont surtout très intéressées par l'évolution de la situation juridique de la taxe de Barcelone. Est-ce que c'est un sujet qui est suivi au niveau européen, Commission européenne, à votre connaissance? Bonne question, je ne sais pas, mais ce sera un élément à suivre. On pourrait effectivement poser la question au niveau de. Oui, je pense que ça serait intéressant à regarder parce que souvent nos droits nationaux sont inspirés des droits européens et puis le droit européen peut aussi être prescriptif sur des sujets comme ça si bien sûr on y voit un intérêt collectif et que c'est fait d'une façon équilibré. Je comprends dans ce que vous me disiez que le recours lancé par les opérateurs postaux, parce qu'en effet, ça me semble différent d'avoir des livreurs qui viennent spécialement chez quelqu'un pour faire une livraison par rapport à l'opérateur postal dont le rôle est de passer tous les jours chez tout le monde et où donc c'est pas un passage supplémentaire qui est généré, un encombrement supplémentaire de la voirie qui est généré. Donc voilà, qu'il puisse y avoir une différenciation des opérateurs pour avoir du sens. Mais bon, je ne veux pas développer maintenant, on n'est pas là pour débattre de cette mesure, mais je trouve que c'est un dispositif qui est intéressant. On comprend l'intérêt des villes, hein, c'est de l'occupation
l'occupation de l'espace public, et l'espace public que tout le monde croit gratuit à tout le monde, bah, il a un coût. Donc, qu'il y ait une perception de taxe liée à l'utilisation de cet espace, c'est logique. Après, voilà, il faut le faire de façon équilibrée et correspondant aux politiques publiques de chaque ville et des pays. J'avais une question pour vous, Laetitia, aussi. Est-ce que les collectivités aujourd'hui, vous voyez, avec les hôtels logistiques, est-ce qu'on voit le changement pour se dire il ne faut pas qu'il y ait trop de livreurs dans le cœur de ville qui étouffent le cœur de ville? Comment ces changements se font? Au niveau des politiques ou au niveau des développements un peu plus immobiliers? Et on voit les choses quand même. Est-ce qu'il y a des choses qui se mettent en place par rapport à ça? Mais moi, j'observe que les villes françaises sont très innovantes sur l'immobilier logistique en ville. Non seulement elles l'acceptent, mais même parfois elles veulent le soutenir pour qu'ils reviennent en ville afin de pouvoir notamment créer des micro-hubs pour les livraisons en vélo-cargo. Puisque ces entreprises de vélo-cargo ont souvent besoin d'avoir des hubs où elles reçoivent les colis pour ensuite organiser les tournées du dernier kilomètre. Et c'est un outil qui leur manque, et plusieurs villes aident à mettre en place ces petits hubs. C'est assez différent, je pense, dans d'autres villes européennes où il n'y a pas encore je dirais, ce dynamisme d'aide à l'implantation. Voilà. Par ailleurs, c'est compliqué de s'implanter en ville. Certains PLU, donc français notamment, et d'autres villes aident, mais il y a des difficultés d'insertion, des riverains qui se plaignent, et on l'a vu notamment sur un cas très particulier des entrepôts de proximité, comme on peut les appeler également, c'est les dark stores. Ceux-là ont été plutôt mal acceptés, y compris dans les villes françaises d'ailleurs, concernées. Donc il y avait Lyon et Paris, mais toutes les autres capitales européennes ont fait un peu la même chose, c'est-à-dire qu'elles ont considéré que là, c'était plus une nuisance qu'un outil au service d'un centre-ville ou d'un quartier. C'était de la nuisance pure parce que les riverains pensaient que c'était trop d'aller-retour de scooters, de vélos, que c'était des façades qui étaient mal intégrées dans l'espace public, que c'était plus des entrepôts que des magasins en quelque sorte. Donc il y a eu toute la discussion autour de qu'est-ce que c'est que ces dark stores, est-ce que c'est au service des quartiers ou bien au contraire, est-ce que c'est des implantations qui n'ont pas lieu d'être en ville? Et ça a été résolu à la fois juridiquement. En France, par exemple, ça a été classé comme des entrepôts par un arrêt du Conseil d'État l'année dernière, et donc les PLU ont pu décider, puisque c'était des entrepôts, davantage de les rendre indésirables en ville. Il y a eu d'autres explications, hein. Le business model était compliqué, et donc ces entreprises sont largement parties d'Europe assez vite, hein, cette année et l'année dernière. Mais il y a eu là, je pense aussi la façon dont les municipalités les ont accueillis ou pas accueillis. Mais ça, c'est une catégorie très spécifique, c'est les dark stores du quick commerce. Dans l'ensemble, les entrepôts urbains, les micro-hubs sont regardés plutôt avec intérêt par pas mal de villes, notamment en France, parce qu'elles permettent ces nouvelles façons de livrer en mode doux. Oui, nous, on a été très étonnés au niveau de Centre-Ville en Mouvement en 20 ans, comment les choses ont évolué. Au début, quand on a fait en 2009, 2010, même des assises nationales avec sur scène, on parlait des problématiques de livraison et de dernier kilomètre. Et voilà, on voyait que les élus n'étaient plus là, il n'y avait plus personne. Là, aujourd'hui, on voit que les élus sont vraiment, ça fait partie de la vie du centre-ville. Est-ce que Daniel, ça marche? Non. Alors, Daniel devait nous présenter quelque chose sur les initiatives en France, notamment sur le rôle des élus qui utilisent, par exemple,
du dernier kilomètre, en se disant bah, il y a tellement de e-commerce qui arrivent. Sous les ponts, on utilise des places de stationnement. Il y a eu énormément d'innovations qui ont été faites au moment des Jeux Olympiques qui vont peut-être se développer après. Moi, ce que je propose, c'est que peut-être que si vous en êtes d'accord, Anne-Marie-Jean, c'est qu'on puisse avoir au prochain webinaire cette question et on va régler le problème de l'interprétariat également, puisque nous avons alors, est-ce que Anne-Marie-Jean souhaite et Madame Duval, Monsieur Duval, pardon. Monsieur, c'est ça, souhaite prendre la parole. Oui, bonjour à tous. Je voulais juste effectivement me lancer sur une dernière question à Mme Dablanc, qui va un peu dans la continuité des questions qui ont été posées sur les différentes modalités de régulation qui peuvent exister sur l'e-commerce et que vous avez peut-être, dont vous avez peut-être connaissance au-delà de la taxation. Est-ce que vous avez vu d'autres typologies de régulation, que ce soit sur par exemple, la typologie de véhicules? Je crois que j'ai vu sur une métropole de l'ouest de la France qui avait interdit dans son centre-ville l'accès aux scooters de livraison, qui étaient principalement utilisés pour la livraison de plats cuisinés ou de nourriture. Et puis, donc ça, c'est sur la question des véhicules. Moi, je travaille aussi beaucoup sur la question des horaires de livraison, le lissage des horaires de livraison sur des quartiers qui sont particulièrement congestionnés. Est-ce que la question des horaires aussi existe dans l'organisation des livraisons pour le e-commerce? Alors spécifiquement e-commerce, non, il y a très très peu d'arrêtés municipaux, mais ce qui est normal puisque ce serait justement potentiellement limite juridiquement. Alors oui, effectivement, les scooters à Nantes avaient été interdits dans les rues piétonnes, mais c'était un arrêté municipal sur la base des nuisances sonores. Donc c'était l'ensemble des scooters, ce n'était pas les scooters de la livraison de repas, par exemple. D'accord. Donc il est très délicat de cibler le e-commerce quand on traite soit des entrepôts dans l'urbanisme, soit des véhicules de livraison dans le transport. On peut difficilement faire une séparation B2C, B2B dans les politiques. Et c'est pour ça que la taxe de Barcelone a eu des difficultés. Ok, très clair, merci beaucoup. Après, il y a eu toute la question de l'installation des consignes. Ça, il y avait qui sont essentiellement du B2C, de fait, mais elles peuvent servir au B2B également, un petit commerçant qui récupère dans une consigne. Donc, ce n'était pas ciblé B2C, mais il y a des villes qui ont eu des accueils, des consignes, notamment dans l'espace public, très différentes, d'un pays à un autre notamment. Je me souviens, ça explique aussi peut-être pourquoi les Allemands sont très consommateurs de consignes automatiques, mais à l'époque, c'était il y a une vingtaine d'années, les premières consignes de la Poste, de DHL, la Poste allemande, étaient installées vraiment sur l'espace public, et au même moment, les villes françaises avaient refusé. Donc, on avait eu deux développements très différents de ces installations de la préhistoire, je dirais, de ces consignes pour accueillir des colis du e-commerce. Merci beaucoup. On vous laisse la parole, Anne-Marie-Jean, pour clôturer ce webinaire qui était passionnant et vraiment un très grand merci au groupe Géopost et à Carmen. Merci beaucoup Pierre et merci effectivement à Géopost pour cette présentation. Merci plus largement aux quelques personnes qui assurent la préparation de ces rencontres. Je n'ai pas vu de protestation dans le chat, donc je suppose que la proposition faite par Pierre que dans un prochain webinaire, nous ayons des échanges autour des modalités de régulation des livraisons en ville que mettent en place les communes ou autres responsables publics selon les pays peut être intéressante pour un prochain échange. Vous l'avez vu aujourd'hui, on a choisi de se concentrer sur un sujet pour, je ne vais même pas dire le traiter à fond, parce que ce n'est pas en 1h30 qu'on peut dire qu'on traite à fond un pareil sujet, mais plutôt que de faire comme lors de notre première rencontre où nous avions voulu ouvrir largement avec peut-être un peu de frustration d'avoir traité
trop vite des thèmes qui auraient mérité qu'on s'y arrête davantage. Donc j'espère que ce choix vous a convenu. N'hésitez pas à le faire savoir, aux organisateurs, hein. Vous avez eu les mails d'invitation, donc vous pouvez les utiliser aussi pour, faire connaître vos avis. On n'a pas matériellement la possibilité d'organiser maintenant un tour de table à ce sujet, mais n'hésitez pas, voilà, à vous exprimer sur, vos attentes en termes de thèmes et vos attentes sur la façon dont ces webinaires, sont animés. En tout cas, vous étiez, autour de 70, plus ou moins, 5 au cours de cet échange, donc je crois que ça signifie que ça rencontre un intérêt et je m'en réjouis. Donc je vous remercie toutes et tous pour, votre présence, pour tous les apports et puis, à bientôt pour le prochain webinaire. À bientôt, Madame Jean. Juste, on vous met le prochain webinaire qui est je vous laisse parler. Mardi 22 octobre, donc mardi prochain, on organise Gestion de centre-ville. le prochain webinaire. Comme vous le savez, on a lancé la deuxième partie des webinaires en septembre. Et mardi, nous aurons l'Observatoire sur la gestion de centre-ville et le commerce, qui est co-présidé par Jean-Luc Callanger et Christian Berraud, qui est aussi notre président de l'Observatoire national du commerce et de l'artisanat, sur le commerce de centre-ville et comment le futur sera un subtil avenir un subtil compromis entre innovation et tradition. Et nous aurons notamment l'exemple d'une petite ville de la banlieue de Cracovie en Pologne et l'exemple de Sligo, qui est une petite ville en Irlande qui a beaucoup travaillé sur la question de l'économie de la vie nocturne dans son centre pour redynamiser son centre-ville. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur notre site City Centers et vous recevrez le lien de la visio le lundi. Donc voilà, comme je répète, c'est le 22 mardi prochain à 15h. Voilà, et ça risque d'être également passionnant. Voilà, allez, eh bien, un grand merci à vous tous et un grand merci. Thank you. Au revoir. Merci, Adieu. au revoir.